Avec les éléments répétitifs, au même titre qu'avec la logique des regards, que l'on va voir par après, on est vraiment dans la dimension visuelle du tarot de Marseille, la dimension picturale. On a face à nous des images qui, associées, créent, on pourrait dire, une bande dessinée, une histoire, et on va regarder ce qui se joue. Et en faisant ça, donc c'est quelque chose de très simple, on est presque dans le jeu des 7 erreurs de quand on était enfant, euh, on va piocher, on va pêcher des éléments comme ça qui vont vraiment nous servir à faire émerger du sens. Alors voici la séquence la roue de fortune, l'étoile et la lune. Alors comme tout tirage, comme toute séquence qui nous apparaît une fois retournée, eh bien, une des choses à faire, après avoir regardé ou avant, hein, selon, ou en même temps, selon euh, les habitudes de chacun, c'est de regarder au niveau des images si des éléments se répètent. Et qu'est-ce qu'on voit ici d'assez flagrant? On voit en bas de chaque carte ces étendues bleues ondulées, striées, donc de l'eau qui est présente. On sait que l'eau, c'est... voilà, là, il faut connaître la symbolique, mais la symbolique de l'eau, c'est celle des émotions. Et donc, on est face à quelqu'un qui est vraiment dans... À la fois, on est dans un tirage, on pourrait dire, qui parle de l'émotion et peut-être même de l'affectif, surtout avec la roue de fortune en première position. Et, euh, et on peut voir aussi, de nouveau, sur base des connaissances qu'on peut avoir des arcanes, différentes perspectives sur ces émotions. Les émotions en 10 ne sont pas les mêmes qu'en 17, ni même qu'en 18. Et donc voilà, donc là, en tout cas, on a une belle piste de lecture et une belle porte d'entrée pour commencer à poser des questions à son consultant dans le cadre d'un tirage dit psychologique. Autre exemple, le diable et le pendu. Alors je vous laisse un peu regarder. Qu'est-ce qui ici est l'élément répétitif notoire? Eh bien, c'est la corde. On a ici face à nous les deux arcanes dans lesquels sont présentés des cordes. Le 15, on a ces diablotins qui sont encordés à cet anneau accroché au socle sur lequel se tient le diable. Et ici, le pendu euh, qui est rattaché à cette structure via une corde également. Et bien là, on peut être certain que cette répétition-là va être une piste d'interprétation, de questionnement ou de lecture très intéressante. Surtout qu'ici, voilà, dans les deux cas, euh, la notion de corde, c'est à la fois la notion de lien, mais on peut aussi voir la notion de dépendance et de quelque chose de l'ordre du... Le terme esclave n'est pas très loin et se profile à l'horizon. Et de voir, voilà, si ici c'est un tirage qui parle d'une relation, dans quelle mesure la personne n'est pas dans une posture de sacrifice ou de dépendance par rapport à l'autre. On va aborder maintenant la logique des regards. C'est une très belle manière de faire parler les cartes, c'est très ludique. On est vraiment dans ce champ de la narration, du conte, à partir du moment où deux cartes se font face, sont côte à côte, pour un peu qu'on ait des figures, des personnages, et bien justement ils vont se faire face, se tourner le dos, se regarder, se nier. Et voilà, c'est ces postures qu'ils ont l'un en face de l'autre va être très parlante, en tout cas est un terreau propice à l'émergence de sens. On a repris ici le couple de l'impératrice et de l'empereur, pour la simple raison qu'on est vraiment ici dans l'ordre naturel des choses, qui va du 1 au 21, dans les arcades majeures. Le 3 et 4 sont ces deux personnages qui se font face, qui se regardent, et dont l'action, et j'en parlais, est née de cette union, qu'on pourrait retrouver justement dans cette union des regards. Alors après, on pourrait dire que l'impératrice ne regarde pas exactement le visage de l'empereur, mais voilà, on est quand même, c'est le premier personnage après le battleur et la papesse qui se tournent vers la droite, donc en l'occurrence vers son époux, l'empereur. Donc, on l'avait vu dans un exemple précédent, concernant la numérologie, je pense. Euh, Ici, l'impératrice fait face à l'empereur, et si c'est l'image d'un couple, on a là un couple qui est complémentaire, soudé, où l'action de l'un est tournée vers l'autre. Si maintenant, voilà, l'empereur faisait dos à l'impératrice, on verrait toute autre logique, qui serait celle de cette figure masculine ben, qui est occupée à autre chose, en tout cas qui est concernée par quelque chose qui n'est pas l'impératrice, son épouse.
Donc c'est un autre moyen de faire parler les cartes dans leur association, et c'est quelque chose de vraiment très parlant et de très simple, sauf si on se retrouve évidemment face à des arcanes qui n'ont pas de personnage, comme la lune ou la roue de fortune. Mais néanmoins, on peut toujours regarder où ce regard se porte, et vers quel détail, et demander au consultant pourquoi ce personnage-là regarde ce détail-là de la roue, ou tel animal dans la lune, l'arcane 18 du tarot, et voir s'il n'y a pas là quelque chose qui peut du sens, un symbole qui pourrait révéler une dynamique interne. Les tirages en droit envers sont une manière forte de contraindre, d'orienter la lecture d'un arcane. Euh, on procède par un brassage circulaire, qui va faire en sorte que quand le consultant va tirer les cartes, certaines seront inversées, tête bêche. Ces cartes inversées, on sait, vont devoir être lues et interprétées comme étant des obstacles ou des cartes stagnantes ou non réalisées. Pour illustrer la thématique endroit envers, j'ai choisi cette séquence l'impératrice, le battleur et l'arcane sans nom. L'impératrice, en endroit, voilà, je vais vous donner quelques mots-clés. On va parler de création, d'une femme qui s'assume, de la notion de concept, d'idée. C'est quelqu'un qui communique ses idées aussi. Elle est connectée à son bas-ventre, à cette source, à ce lieu de la créativité. Voilà, ça c'est dans un tirage en droit. On pourrait aussi voir, alors si on est dans quelque chose, si on commence à lire les cartes comme l'expression de personnalité de l'entourage du consultant, l'impératrice pourrait être la mère, ou mais même plus fortement si c'est un homme, l'épouse, ou la consultante elle-même si c'est une femme. Si maintenant le tirage se trouve dans cette configuration-ci, donc l'impératrice se trouve à l'envers, tête bêche, on est invité à lire cette carte, ce symbole, dans sa dimension, à travers le prisme de l'ombre, on pourrait dire, cette dimension négative, stagnante, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a ici, si l'impératrice à l'endroit est la création, le foisonnement, cette énergie, forte énergie printanière, à l'envers, déjà, tout simplement, vous pouvez faire la négation de ces significations-là, qui sont, on peut voir une énergie qui n'arrive pas justement à éclore, à germer. On pourrait voir une femme qui ne s'assume pas, ou qui n'assume pas sa sexualité. On peut y voir, après là, on n'est plus directement dans la négation des mots-clés cités précédemment, mais on pourrait voir quelqu'un qui est dans une sorte de superficialité, dans une coquetterie. Et, euh, et donc voilà, donc là, la manière dont la carte s'impose à nous va directement, on pourrait dire, élaguer tout un champ d'interprétation pour n'en faire ressurgir qu'un seul, qui est à nouveau cette dimension stagnante, voire non réalisée de l'arcane. Le terme de gradient de polarité nous vient de Chris Hadar, à ma connaissance, qui est un tarologue canadien. Euh, c'est, on pourrait dire, une des stratégies les plus sophistiquées parmi celles qu'on a vues dans les deux vidéos. Et elle revient à classer et à organiser les 22 arcanes majeures selon leur polarité, c'est-à-dire leur puissance, et qu'elles soient positives ou négatives. Donc il va organiser ça selon trois groupes, qui est un groupe des arcanes positifs, des arcanes négatifs et des arcanes neutres. Alors ici, je vous expose un tirage en croix. Je n'utilise jamais les tirages en croix, mais c'est vraiment juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et c'est un tirage en croix qui cumule aussi la stratégie de endroit envers. Donc, comment ça fonctionne? On ne va pas rentrer dans la signification et quelle position, quelle carte signifie quoi, mais plutôt juste vous montrer la dynamique générale de ces gradients. Si, par exemple, l'étoile, c'est une des cartes les plus positives, sauf qu'ici, elle se retrouve à l'envers. Donc, sa puissance positive est diminuée, mais en tant qu'arcane extrêmement positive, on pourrait dire que c'est un bémol, mais ça n'en enlève pas ses potentialités lumineuses, on va dire. La maison Dieu,
elle, par contre, c'est la carte la plus négative. Donc même positive, il y a quelque chose, on pourrait dire qu'il y a quelque chose le terrain reste glissant et il y a quelque chose dont on devrait se méfier. Le mat, lui, est considéré comme aussi une arcane négative, mais moins négative que la maison Dieu. Et si on compare le négatif et le positif, l'étoile est plus positive que le mat n'est négatif. Donc s'il devait y avoir un duel, on pourrait voir l'étoile remporter ce duel. Je ne sais pas si vous me suivez. L'ermite, à son tour, lui, est catégorisé comme une carte neutre, mais avec un petit bémol négatif. Et l'amoureux, lui, est un arcane neutre. Donc on sait que, par exemple, dans un tirage en croix, la cinquième carte, euh, alors ça dépend de nouveau des tarologues et du contexte, parfois, pour savoir si on doit la lire en positif ou en négatif, dans ce cas-ci, on va regarder le contexte et on va regarder dans quelle mesure les cartes tirées préalablement vont teinter l'ensemble du tirage vers une ouverture, une fin positive ou plutôt négative. Vu le contexte ici avec l'étoile, cette carte positive qui est envers la présence de la maison Dieu qui est la carte la plus négative et le mat et l'ermite qui sont des cartes aussi à dimension négative, on pourra se dire que l'amoureux pourra être interprété comme plus dans cette dimension retournée, donc cette dimension ombre. Et s'il s'agissait d'une association, alors ce sera peut-être une association qui ne se fait pas, ou alors ça parlera de, si on est dans des relations de famille, est-ce que c'est la zizanie qui va réapparaître, régner ou se prolonger. Mais donc en tout cas, cette technique de gradient de polarité euh, permet aussi, comme les autres techniques, mais à un degré encore supérieur, de polariser justement euh, le symbole, l'arcane, et contraindre sa signification pour l'amener à quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà, on a fait le tour des différentes méthodes et stratégies euh, qui existent à ma connaissance. Après, je ne pense pas que ce soit exhaustif, et d'ailleurs, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Différentes méthodes pour faire émerger du sens et faire parler le tarot de Marseille. Comme vous avez pu le constater, certaines sont intuitives, très simples, comme la projection, et d'autres beaucoup plus sophistiquées, comme le gradient de polarité que l'on vient de voir. Euh, Ce que je voudrais encore préciser avant de terminer, et je vais commencer par cette phrase de Chris Hadar, qui est un tarologue canadien, divinatoire, on va dire, euh, qui, lui, dans un de ses livres, a écrit cette phrase qui m'a vraiment interpellé, pour ne pas dire choqué à l'époque, qui disait qu'il ne fallait pas écouter le consultant, mais écouter les cartes, ce que les cartes disaient, que le message était là. Et pour quelqu'un qui, comme moi, est plus dans une pratique dite psychologique, où le dialogue avec le consultant est crucial, ça m'a vraiment fait l'effet d'une bombe, d'une claque. Et, ce qu'il y a de, je pense que ce qu'on peut tirer de ce message, c'est que les cartes, et se fier au langage des cartes, donc déjà c'est ne pas douter de ce qui est dit, mais c'est aussi une manière de contourner ou de dépasser le blocage ou la résistance euh, que le consultant peut ou va offrir, quand je dis offrir, ou va plutôt mettre en place par rapport à la problématique abordée. Résistance qui est tout à fait naturelle et commune. Et donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est assez intéressant de se dire, je me concentre sur les cartes, et même si mon consultant me dit non, non, pas du tout, c'est pas le cas, si les cartes amènent cette thématique-là, je sais pas, le regard du père, le regard de la mère, eh bien peut-être qu'il faut creuser, ou alors laisser un temps ce questionnement de côté pour le réaborder plus tard dans la consultation ou au cours d'une autre consultation, mais ne pas perdre cette ressenti, cette lecture, et ne pas la mettre à la poubelle en se disant que la personne m'a dit non, donc ce n'est pas la problématique. Par rapport à tout ce qui a été dit tout le long de ces deux vidéos, cette notion de stratégies qui ont été développées pour donner du sens à une carte, il faut faire attention à une chose, c'est de ne pas contraindre le tarot au point de faire de ces symboles des signes. La différence entre un symbole et un signe est assez simple. Un symbole a une dimension infinie, inépuisable. Elle voile ce qu'elle montre, comme elle montre ce qu'elle voile. Il y a quelque chose d'insondable et comme une sorte de puits sans fond de sens, de signification et d'énergie. Le signe, lui, il est vraiment
il est direct, univoque, ce qu'il montre est ce qu'il est, pas plus. Et donc, il faut aussi se rendre compte qu'à force si on faisait un tirage où on mettait en place toutes ces dynamiques, toutes ces méthodes que je vous ai présentées, on va effectivement arriver à cerner le tirage, mais il faut faire attention à ne pas, je pense, oublier cette dimension qu'on trouve dans les emplacements libres dont je vous parlais, à garder aussi un point de vue qui sort de la structure et qui peut-être nous connecte plus à l'aspect intuitif ou aussi une certaine créativité, et de se dire qu'il y a quelque chose qui existe aussi au-delà de ces stratégies. Et donc c'est aussi quelque chose qui va être développé par le tarologue, sa manière personnelle d'appréhender les cartes. Parce qu'on pourrait dire que toutes ces stratégies, si elles sont mises ensemble, elles pourraient tendre à amener à une interprétation a priori des symboles. Ce qu'on trouve dans certains cas où les personnes vont vraiment stigmatiser la signification des cartes. La maison Dieu, c'est la rupture, la faillite, l'écroulement, le morcellement. On laisse tomber, on évince toutes les autres dimensions de cette structure symbolique pour ne garder que son aspect vraiment chaotique, catastrophique. Et voilà, en faisant ça, on appauvrit vraiment voilà, on a fait du symbole un signe et on pousse vraiment je pense qu'on retire vraiment toute cette beauté, cette richesse et cette profondeur, la puissance du tarot de Marseille. On en ramène vraiment à un niveau ras des pâquerettes, à quelque chose de aussi triste qu'un flyer imprimé sur un papier couché avec une impression quadrille toute pourrie. Voilà, une vraie tristesse. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez liker, me suivre sur la chaîne. Et voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.